Dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons un point d'actualité, un point d'étape sur les derniers développements au sein de l'industrie ETF avec les équipes d'Altéis et son directeur des investissements qui est à mes côtés en plateau, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Regardons déjà, on aura l'occasion de parler ce qui s'est passé sur les dernières journées, notamment en termes de flux à travers cette industrie ETF que vous surveillez. Mais prenons quand même ce qui s'est passé sur le mois de février, c'est l'objet de ce rendez-vous, et comme on le disait juste avant dans l'émission, l'année jusqu'au 28 février avait plutôt bien démarré. Tout à fait. Alors, on a encore un très bon mois de février, 46 milliards de souscriptions sur les ETF, globalement en Europe sur le mois de février. Donc, c'est un peu moins que janvier, mais c'est un record 48. Donc, 46, c'est encore très, très fort. Et en guise de comparaison, sur l'année référence, qui est l'année dernière, on fait quand même 50% de plus, globalement, depuis le début de l'année, en termes de collecte. Donc, encore un très, très bon mois, un mois très solide sur le mois de février. Les actions ont battu un nouveau record, 38,8 milliards globalement de collecte nette. On avait 37,5 en janvier, c'était le précédent record. Donc, nouveau record côté actions. Sur les obliques, c'est 8,3, donc c'est 30% de moins que sur le mois de janvier. Mais quand on regarde la moyenne sur toute l'année 2025 de chaque mois, c'était plutôt 6,6. Donc, globalement, c'est encore très, très soutenu. Ouais. Et c'est sur les matières premières, sur les comos, globalement, où on a 1,2 milliard de rachats. Donc, les rachats accélèrent encore par rapport à janvier. C'est essentiellement sur les métaux précieux, notamment l'or et l'argent. L'énergie sur le mois de février, sur le pétrole, 400 millions de souscriptions globalement. Donc c'est vraiment sur les métaux précieux. Ouais. On peut attribuer à des prises de profit, j'imagine. Oui, c'est ça. Tout à fait. Comment et alors vous intégrez aussi, intéressant, des classes d'actifs. Alors il y a classes d'actifs alternatives, je veux bien qu'on définisse, et puis multi-asset. Alors multi-asset, exactement, multi-asset, et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émetteurs qui sortent des produits qui sont déjà actions, obligations, des ETF d'allocation d'actifs. Exactement, pour venir concurrencer ce qu'on fait nous, globalement en gestion. Voilà, c'est une bonne guerre. Et donc notamment pour les CGP, pour les gens qui veulent directement investir avec des profils prudents, équilibrés ou dynamiques. Et alternative du succès. Oui, c'est normal. Et côté alternatif, c'est tout ce qui va rajouter des options, tout ce qui va avoir des profils un peu différents, tout ce qui va être leveragé, qui va être sous-pondéré. Donc on les met, mais c'est. Et donc c'est des marchés qui sont à leur début, on peut le dire là. Oui, et puis c'est toujours anecdotique. Alors il y a toujours des essais, globalement, d'essayer de rajouter des options aussi, de faire des schémas un petit peu équivalents aux produits structurés, mais évidemment beaucoup moins chers. Mais ça reste évidemment des parts de marché très très faibles. On reparlera des ETF actifs qui. Bien sûr. On voit aussi que ça a du mal aussi à globalement progresser. Et on prend vraiment ce panorama un peu global. Si on regarde les grandes classes d'actifs, actions, obligations, là, comment c'est réparti? Alors, les 38 milliards de collecte, plus même sur les actions, est-ce que toutes les zones géographiques, est-ce que tous les styles en ont profité là? Alors, toutes les zones géographiques sont en collecte positive. Ce qu'on note, alors, il y a toujours évidemment tout ce qui va être mondial, globalement, qui collecte le plus. Mais après, c'est encore une fois l'Europe et les marchés émergents. Pour avoir une idée, sur la zone euro, on a 9 milliards globalement de collecte nette sur le mois. Les États-Unis sont encore très très faibles en relatif, puisque c'est 4 milliards et demi, donc c'est environ la moitié des flux uniquement actions. Ils ont été spécifiquement sur les actions américaines par rapport aux actions zone euro. Donc ça, c'est toujours très très fort, la tendance qu'on voyait depuis le début de l'année, même depuis plusieurs mois, sur les marchés émergents et surtout sur la zone euro, est restée encore très forte sur le mois de février. Sur l'idée de diversifier, de sortir des actifs en dollars en partie. Exactement, et en termes de thèmes ou de secteurs, donc dividendes small cap ont collecté de manière relativement importante. Voilà. Et puis la banque sur le mois de février et la défense toujours avait continué à collecter sur le mois de février. Des thématiques où l'Europe est forte en plus, banque et défense. Tout à fait. Sur la partie obligataire, qu'est-ce qu'il y a de notable derrière les 8 milliards et quelques de collecte de février? Alors ce qui est notable, c'est que ça se porte géographiquement surtout sur les obligations européennes de la zone euro. Encore une fois, on a des rachats sur la partie vraiment spécifiquement US. Si on regarde tout compris géographiquement, on a 1 milliard de rachats en gros sur les ETF sur les obligations américaines. Le souverain très très fort, 4 milliards 7. L'IG aussi, 1 milliard. Donc voilà, les obligations d'entreprise bien notées ont aussi collecté. C'est plus faible sur le mois de février sur le high yield. Un peu plus de prudence, mais des collectes quand même positives globalement.
Ça, ce sont les dynamiques donc du 1er février au 28 février. Vous avez des données qui vont jusqu'au 10 mars, c'est ça? Jusqu'à mercredi, donc sur les 10 premiers jours de la crise iranienne. Quels sont les constats que vous pouvez dresser? C'était intéressant de regarder si les tendances bougeaient ou pas. Plus qu'intéressant, Olivier, bien sûr. Donc la collecte reste positive, évidemment, sur les ETF. On sent quand même un petit fléchissement, parce qu'on a un peu plus de 7,6 milliards globalement. Donc sur 10 jours. Allez, si on arrondit, on va être à 8 ou 9 aujourd'hui, donc sur la moitié du mois, quelque chose comme ça. Donc on voit que pour l'instant, le rythme s'est un peu calmé, certainement un peu d'attentisme. On a toujours de la collecte positive sur les actions obligataires, ça décollecte un petit peu. Alors après, c'est vraiment sur 2-3 ETF, donc c'est pas forcément très significatif. Les commodities, les matières premières, continuent de collecter. 900 millions, recollectent globalement. Et c'est sur les métaux précieux, tout ce qui va être énergie sur les matières premières décollecte un petit peu. Et ce que j'ai trouvé étonnant, moi, en termes de flux, parce que je m'attendais à ce que les actions américaines, du coup, aient un peu plus de collecte. Ouais, parce qu'on a vu qu'ils avaient mieux résisté. Défensif. Défensif, ils avaient mieux résisté sur le début du choc. Et en fait, on revoit toujours les mêmes tendances pour l'instant. Donc, actions zone euro émergent. Et ce qui décollecte globalement, c'est plutôt les US, toujours les actions américaines cette fois, et la Chine. Donc, on voit vraiment spécifiquement. Et en termes de secteur, on a l'énergie globalement qui collecte et la défense. Et par contre, en décollecte, contrairement au mois de février, on a les bancaires, les financières, là qui décollectent relativement fortement. Donc non seulement il n'y a pas de rupture, il y a peut-être une forme d'inertie aussi dans les tendances. Il y a un petit peu sur le côté sectoriel, c'est-à-dire que banque finance, on voit que ça décollecte, la consommation, on voit que ça décollecte aussi. Mais par contre, c'est vrai que sur la défense, ça reste évidemment très fort. Mais par contre, géographiquement, pas de changement. Oui, même une décollecte sur les actions américaines. Ce qui m'a un peu surpris moi sur ce. C'est vrai que sur la séquence de crise iranienne, sur les premiers jours, en tout cas, c'est ce qu'on a vu. C'est d'abord l'Asie qui a été le plus affectée, ensuite l'Europe et loin ensuite les États-Unis qui plutôt ont affiché une forme de résilience jusqu'aux dernières séances. Que dire côté obligataire, juste pour finir, ce qui est intéressant, c'est que le segment qui collecte quand même sur l'obligataire, même si globalement ça décollecte, c'est vraiment le segment court terme. Donc on voit qu'il y a une tentative de réduire la duration globalement. Les émissions souveraines, les ETF souverains ont tendance à décollecter. C'est vraiment le court terme. Donc on voit que le côté un petit peu safe haven, côté obligataire, c'est vraiment le court terme, avec la volonté certainement de réduire la duration et potentiellement aller dans les ETF cash aussi. Et des rendements à court terme qui sont bien remontés. En plus, avec des anticipations de banques centrales qui sont un peu prises à revers. On verra ce que les banques centrales nous disent la semaine prochaine. Un mot du thème ESG. Là, vous dites, ça fait 2 mois qu'on collecte plus que les encours sur l'ESG. On collecte un peu plus de 20%, et c'est surtout un retour. Donc, on est plutôt content de revoir des flux revenir sur l'ESG 2 mois de suite, globalement. C'est relativement faible encore sur les actions. 15% environ des flux sur les ETF actions ont été vers de l'extra-financier, donc vers de l'ESG. Donc c'est moins, c'est l'ordre de grandeur, c'est environ 20% d'encours. Par contre, sur l'obligataire, c'est relativement fort. 50% des flux ont été sur des ETF obligataires prenant en compte des critères extra-financiers. Et donc voilà, donc c'est un retour, ça fait 2 mois de suite où on a l'impression, on espère que l'année 2026 sera une année plus ESG et que les flux reviendront. Il y a eu beaucoup de changements aussi dans les ETF. Il y a eu beaucoup de tentatives aussi de faire des ETF qui essayent de réduire la tracking error par rapport à des indices ne prenant pas en compte l'ESG. Donc ça fait des flux aussi relativement importants et des investisseurs qui reviennent, en tout cas pendant 2 mois de suite, sur ces marchés, ces tendances qui sont faire depuis. C'est pas tout l'ESG, oui c'est ça. C'est pas tout l'ESG, mais le thème clean energy par exemple est un thème qui revient en vogue depuis quelques mois et notamment depuis le début de l'année. Sur le podium des émetteurs, est-ce qu'il y a là aussi des éléments particuliers à signaler au-delà du fait que BlackRock reste leader? Voilà, là on a vraiment un mois de février classique, c'est-à-dire qu'on a BlackRock, Amundi, DWS, donc les 3 positions sont un peu figées, quoi. Là. Exactement. DWS n'était pas 3e depuis le début de l'année, donc là ils sont bien revenus, à la place. Si on regarde les encours globaux où ils devraient être, donc pas vraiment de surprise. On a ensuite UBS et State Street qui, du coup, normalement sont 6e et 7e en termes d'encours, donc qui font plutôt un bon mois de février globalement. Ce qu'on peut noter, c'est Invesco qui a une forte décollecte. Alors, ils sont 6e en termes d'encours, donc c'est un gros acteur, y compris en Europe. Mais ils ont 1 milliard de décollecte environ. Alors, c'est très spécifique, c'est-à-dire qu'ils décollectent sur un produit qu'ils avaient sur l'or relativement gros, donc il y a eu des décollectes assez importantes
importante sur l'or. Et puis sur les actions US, où évidemment ils sont très présents, notamment le Nasdaq ou S&P 500, où ils ont ces trois indexations qu'on décollectées. Donc un mois un peu plus dur, en tout cas sur Invesco, c'est vraiment ce qu'on peut noter sur les flux. Part de marché, ça bouge pas vraiment. Vous savez, on regarde un peu le match dans le match pour essayer de trouver quand même des choses à regarder sur l'évolution des parts de marché. C'est quoi, Amundi, DVS par exemple, ça c'est un match? Non, c'est pas un match. D'accord. Vraiment alors c'est quoi le match surprise. Non, c'est plus 5e place globalement entre UBS et Invesco. Donc là, Invesco faisant un mois difficile, ça s'écarte un petit peu. Et après, il faut descendre plutôt à 9e, 10e entre BNP et WisdomTree. Si la thématique, il y a vraiment deux schémas différents. BNP très fort sur le SG, WisdomTree très fort sur les thématiques. Et donc, c'est un peu les deux matchs, c'est les deux choses qu'on regarde en se disant potentiellement, on verra des acteurs changer de place sur des acteurs de premier plan. Un mot rapide des ETF actifs, vous dites que ça décolle pas? Pourtant, tout le monde en parle. Oui, alors l'offre décolle, la demande un peu moins. On a un mois de février relativement faible, on est à moins de 5% des flux globalement qui ont été sur des ETF actifs contre 7 sur le mois de janvier. C'est toujours un peu supérieur aux encours. On a 3% d'encours sur les actions et 3,8% sur les obligations, donc c'est toujours au-dessus des encours, donc ça prend des parts de marché, c'est vrai. Après, ça va progressivement, ça va doucement, et c'est toujours plus important sur les ETF obligataires. Environ 8% des flux ont été sur les ETF actifs. Par rapport aux ETF actions, on est en dessous de 4%. Donc c'est toujours beaucoup plus obligataire. Qu'est-ce qu'on peut dire des lancements de produits? Il nous reste une grosse minute là, Olivier. Alors je vais très vite. 35 lancements, donc encore très important. Mois très dynamique. Mois dynamique, 21 actions, 14 obligataires. Deux choses sur les actions peut-être qu'on peut retenir. BlackRock qui continue à émettre des ETF par réplication synthétique, ce qui n'était vraiment pas son savoir-faire initial, sur de l'acouille et sur de l'émergent. Donc il continue à développer. Sur un thématique peut-être, WisdomTree, on en a parlé tout à l'heure, mais ils ont sorti au mois de février un ETF sur la thématique intelligence artificielle physique avec les drones et les humanoïdes notamment. Donc voilà, intéressant à regarder. Côté obligataire, ce que je trouvais intéressant, donc il y a essentiellement des émissions souveraines sur Amundi qui a sorti une obligation souveraine mondiale hors États-Unis. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Ah oui, effectivement. On commence à avoir des produits qui excluent les États-Unis. Par renforcer le poids du dollar dans les allocations, par exemple. Exactement. Bon. Comment vous arbitrez la situation là? Quelles sont les décisions que vous avez pu prendre ou ne pas prendre d'ailleurs, peut-être dans un moment comme celui de la crise iranienne, j'entends. Alors on était surpondéré actions américaines et sous-pondéré sur la zone euro, donc on a plutôt bien traversé la première partie, la première semaine en tout cas. On était plutôt bien positionné. On a néanmoins pris des profits, c'est-à-dire qu'on était sur les profils diversifiés. On était équilibré, donc 50-50 actions obligations. On a minoré le poids des actions à 45, et on n'a pas rajouté les obligations, on a mis plutôt du cash, 5% de cash, et puis même sur la partie obligataire, on a mis un petit peu de cash. On n'est pas plus inquiet que ça, par contre, on pense que le marché est quand même encore très conciliant, on peut avoir des mauvaises surprises, et on pense qu'un scénario à la 2022, même si c'est vraiment pas notre thème, parce qu'on pense que la situation est totalement différente, mais en tout cas, le marché commence à se dire que potentiellement, ça ressemble à la Russie et l'Ukraine, choc énergétique, donc on préfère être prudent et voir un petit peu ce qui se passe. Donc, pas d'anxiété, pas d'inquiétude, mais on protège un peu les portefeuilles au cas où le marché s'inquiéterait beaucoup plus. Merci beaucoup Olivier. Merci d'être avec nous chaque mois pour ce thème des ETF et nous accompagner dans le développement de cette industrie. Olivier Malteste, le directeur des investissements d'Altéis, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.